bonjour à tous. Aujourd'hui à Faites-moi lire, on va parler d'un mot qui fait beaucoup de bruit et que plus personne, semble-t-il, ne comprend vraiment. La laïcité, principe républicain, bannière de combat, argument d'autorité, on l'invoque à tout va, on s'en accuse, on s'en protège, mais que signifie-t-il encore dans une France traversée par le doute, la diversité et les tensions ? Pour remettre de la clarté là où règne la confusion, j'accueille l'une des voix les plus précises et les plus nuancées sur le sujet, l'historienne Rita Hermont-Belot. Bonjour, chère madame. Bonjour, monsieur. Rita Hermont-Belot, vous êtes historienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partir d'une impression de lecteur. On sent dans votre livre à la fois une grande rigueur et une inquiétude contemporaine. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce questionnement sur la laïcité qui vous conduit à vouloir un petit peu trancher un nœud gordien comme ça et à produire un vaste outil ? En fait, c'est effectivement une inquiétude qui a été à l'origine de ce livre, une inquiétude qui n'était pas la mienne au départ, qui était celle de personnes que je rencontrais, qui me sollicitaient dans des contextes très divers et qui effectivement arrivaient vers moi avec des questions qui étaient des questions tout à fait légitimes, qui n'étaient pas des questions hostiles, qui n'étaient pas des questions d'a priori, mais de vraies questions. De vraies interrogations. De vraies interrogations. Et le terme qui m'est venu pour désigner tout cet état d'esprit, c'est celui de désarroi. J'ai eu l'impression de rencontrer un véritable désarroi. Et il me semble que, une façon d'y répondre, et moi je ne prétends pas apporter les réponses qui appartiennent aux législateurs ou aux politiques, mais une des façons d'y répondre, c'était déjà d'essayer de disposer d'un véritable état des lieux le plus précis possible. Un état des lieux précisément de terrain, parce que les personnes qui vous ont interrogé et qui ont manifesté un désarroi, ce sont des personnes qui travaillent dans des hôpitaux, dans des tribunaux, dans des écoles où vous intervenez du reste depuis longtemps. Donc vous avez compris que l'image que ces personnes se faisaient de la laïcité était très loin de ce que semblait en dire le législateur, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, bien entendu, il faut interpréter toujours, on est dans l'interprétation du langage du législateur, et toutes ces personnes ne sont pas juristes, mais ce qui était évident, c'était la façon dont ces personnes se trouvaient soudainement confrontées à des questions dont il leur semblait qu'elles relevaient de la laïcité, ou que la laïcité pouvait aider à apporter une réponse. Et en fait, la réponse, ils n'arrivaient pas à la trouver, effectivement. Alors, vous rappelez, pour commencer, une chose que beaucoup de personnes ignorent, ou en tout cas sont surpris d'apprendre, c'est que le terme même de laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905. Tout à fait, tout à fait. Et d'une certaine façon, moi je suis surprise par la surprise que je suscite quand je le dis. Parce qu'effectivement, il a beaucoup été dit. La laïcité, c'est la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Mais si on va regarder la loi de 1905, on s'aperçoit que, effectivement, le législateur de 1905 n'a pas mentionné le terme, ni le substantif laïcité, ni même l'adjectif laïque. Donc, compte tenu de ce qu'ont été les pères fondateurs de la République française, dont je dois dire mon admiration bien sûr. Absolument pour leur sens politique, s'ils avaient voulu mentionner le terme, ils l'auraient fait. Oui. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire, effectivement. Alors, on peut se poser des questions, là, il y a matière à interprétation. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Mais je précise que, par ailleurs, l'adjectif laïque particulièrement était mentionné dans toute une série de lois qui avaient été adoptées avant la loi de 1905. Maintenant, il est clair que la loi de 1905 énonce d'abord des principes, commence par énoncer des principes. Et que dans ces principes énoncés par la loi de 1905, on trouve certainement les bases de la laïcité, quand la loi dit « La République assure la liberté de conscience », elle garantit le libre exercice des cultes, mais on ne s'arrête pas là, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc ça n'est pas une liberté absolue qui prévalerait sur toutes les autres. Et ce n'est pas non plus un bloc juridique monolithique, c'est plutôt, dès le départ, quelque chose d'une idée en mouvement, je trouve, et quelque chose qui a été un peu tu, en laissant penser que c'était un bloc figé, alors que
On a l'impression qu'ils avaient eu l'intelligence de sentir qu'il valait mieux projeter ça comme un work in progress, quoi. Ah, j'adhère absolument à ce que vous dites et effectivement cette idée en mouvement, je crois que c'est très très juste. C'est-à-dire que la laïcité, ce sont des principes, ce sont des cadres juridiques, notamment la loi de 1905. Elle a une importance considérable parce que c'est elle qui prévoit, qui nous apporte le dispositif juridique sur lequel va pouvoir s'appuyer l'expression religieuse des fidèles avec cette association type 1905. Mais moi, j'ai tendance à penser, mais là encore, il s'agit d'interprétation, que la pensée des pères de la laïcité, c'était que le dispositif doit s'adapter les principes demeurent, mais justement, pour assurer la mise en œuvre des principes, il faut que le cadre législatif ou la politique menée puisse évoluer selon les contextes et les besoins spécifiques du contexte. En effet, vous insistez aussi sur le fait que dès l'origine, en fait, il y avait la pluralité, que ce soit catholique, protestant, juif, puis d'autres traditions très très minoritaires, était quand même tout à fait prise en compte et qu'on ne peut pas réduire la loi de 1905 à un simple et trop simple bras de fer entre les laïcs, les anticalotards et l'Église. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, je suis historienne et donc mon sujet d'étude, c'était la liberté des cultes. En travaillant sur la liberté des cultes, je me suis rendu compte que la pluralité même de ces cultes était un objet en soi sur lequel il fallait travailler. Et en travaillant sur cette histoire, je suis tombée sur la laïcité. Je ne l'avais pas préconçue, je ne l'avais pas imaginée à l'avance, mais j'ai rencontré la laïcité. Et donc, ce que vous dites, il faut le voir à la fois sur le registre de la genèse de l'idée laïque, où la présence d'une diversité religieuse en France a joué un rôle très important. C'est ce que j'essaye de montrer dans les premiers chapitres historiques de l'ouvrage. Et c'est très mal connu. Tout à fait. Très mal connu. C'est un des points que j'ai trouvé formidablement intéressant de votre ouvrage. Ben, j'en suis ravie parce que ça, c'est vraiment le cœur de mon travail et je crois que c'est un élément qu'il faut apporter à la réflexion commune. Et puis, par ailleurs, la loi de 1905, elle balaye, elle met fin à un régime qui était déjà un régime de pluralité, qui a duré pendant tout le 19e siècle français, mais qui était une pluralité limitée. Ce qu'on appelait les cultes reconnus, qui était donc en relation très étroite avec l'État qui rémunérait les ministres du culte. C'était le culte catholique, le culte réformé, le culte luthérien et le culte dit israélite. Et la loi de 1905, elle met fin à tout ça. Elle édicte absolument que la République ne reconnaît, ça veut dire ne reconnaît plus, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais elle procure cet outil qui est mis à la de l'association 1905, qui est mis à la disposition des fidèles. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la pluralité, la diversité, elle peut s'étendre sans limite. Ça dépend de la présence dans l'espace français. Et puis ça veut dire aussi une autre chose. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle en tout cas, une pluralité interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces familles religieuses qui ne forment pas des blocs, différentes sensibilités peuvent tout à fait avoir droit d'existence sur l'ensemble français en constituant leurs propres associations. Vous écrivez que derrière le fracas médiatique, ce qui domine, ce n'est pas une guerre de tranchées, mais un désarroi, comme vous nous l'avez expliqué. Alors, comment vous expliquez l'écart entre la violence des polémiques et la perplexité pas sereine, mais en tout cas plus demandeuse d'informations des gens sur le terrain ? Alors, je dois dire qu'effectivement, je sens un écart très important entre le discours, notamment le discours qui est véhiculé par les médias, et de plus en plus le discours politique, en tout cas le discours de certains courants politiques. Et ce que je rencontre, moi, j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes très différentes sur ces sujets, et ce que je rencontre, ça n'est absolument pas ça. C'est effectivement le désarroi, les questions tout à fait légitimes et la volonté de rechercher un équilibre. Et je regrette que ça n'apparaisse pas plus
dans le discours public, dans le discours médiatique et politique. Les enquêtes montrent qu'une partie de la jeunesse, musulmane notamment, mais pas seulement, perçoivent la laïcité comme un dispositif d'interdit. Tout à fait. Alors, je crois que les causes... Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est à quel point c'est regrettable et inquiétant. Il faut répondre à cela. Absolument. Et bon, les causes sont diverses, sont multiples, mais je pense que les causes tiennent beaucoup à une véritable méconnaissance de la laïcité, et pas seulement de la laïcité, une méconnaissance de ce qu'est la démocratie et une méconnaissance du droit. Moi, je dois dire que, moi qui suis ancienne professeure du secondaire, je trouve qu'il y a une lacune dans l'enseignement secondaire qui est qu'il n'y a aucun enseignement sur ce qu'est le droit. Et que du coup, les jeunes n'ont pas conscience du fait que le droit en démocratie nous protège et qu'ils ne voient le droit, la loi, que comme effectivement une privation de liberté. Et une caractéristique de la démocratie, c'est que pour interdire, il faut une loi. Précisément. Oui, mais je peux un peu dialectiser ce que vous dites, chère madame, parce que ce qui est souvent, ce qui est souvent donné par des responsables musulmans, et pas seulement musulmans, des responsables religieux, c'est de dire la loi commune en elle-même nous protège, et donc il y a bien un respect de la loi, mais avec ce sentiment que la loi cadre laïcité essaie de rogner précisément la loi commune. Vous comprenez, c'est pas simplement dire toute la loi est contre moi ou contre ma communauté, c'est de dire au contraire la loi me protège, la loi commune, mais il y a quelque chose qu'on appelle la laïcité qui essaie de rogner la loi. Alors après, ça dépend des exigences de chacun. Bien sûr. Et bon, l'idée, c'est qu'on se conforme à la loi du pays. Bien sûr. Et bien sûr. ça, personne n'est au-dessus de cette loi. Alors, il y a une différence peut-être à faire entre le cadre 1905, dont je ne suis pas sûre effectivement qu'il soit très connu, et puis ce qu'affirme aussi la Constitution, et puis bien sûr des lois qui ont été adoptées dans les dernières décennies, qui, il est vrai, sont des lois dont la nécessité d'adopter une loi à chaque fois a été suscitée par une question, moi dans le livre je parle de la notion de problème, qui a été posée par des formes d'expression de la religion musulmane. Mais si on regarde le contenu de ces lois, d'abord si on regarde le chemin qui a mené à la loi, bon, par exemple la loi de 2004, tout le monde s'accorde à dire qu'elle répond à une question qui a commencé à se poser à la fin des années 80, autour de 1989, la loi a été adoptée en 2004. Donc, on n'a pas comme ça, on ne s'est pas précipité pour adopter une loi. On a d'abord essayé de ne pas le faire. Et j'essaie de le montrer dans le livre, la position des politiques a pendant été très très longtemps, surtout ne pas adopter une loi nouvelle, se débrouiller avec l'arsenal législatif et réglementaire tel qu'il existe. Jusqu'à la loi de 2021 quand même. Oui, oui, tout à fait. Mais précisément pour la loi de 2021, c'est pareil. Le gouvernement Macron avait toujours, enfin le discours c'était toujours dans la continuité et sans adopter de loi nouvelle. Et tout d'un coup, il y a eu une décision d'adopter une loi. Voilà. Alors, ces lois, elles sont adoptées parce qu'on a fait le constat d'un besoin. Et ensuite, il faut regarder ce que dit la loi. Et malheureusement, dans la plupart des cas, la loi est mal comprise et effectivement, certains se sentent visés par la loi alors qu'ils ne sont pas spécifiquement visés et que la loi s'applique de la même façon absolument à tous les cultes. Alors, vous avez aussi quelque chose, encore une fois, qui revient du terrain, qui est un peu différent de ce que vous dites, qui est de dire de l'ensemble des personnes confessionnelles non musulmanes, c'est-à-dire aussi bien chrétiennes que bouddhistes, etc., qui est de dire que tous les nouveaux décrets, directives, etc., rendent le travail des associations fonctionnellement beaucoup plus complexe et entravent leur travail. Et ce qu'il dit, c'est que quelque chose ne va pas parce que pour contrer la menace islamiste, et ce qui est normal, qui est le besoin de protection de notre pays, pour contrer l'entrisme salafiste, pour contrer la menace islamiste, on embête tout le monde. Mais oui, mais justement, on embête tout le monde parce que la loi, elle est la même pour tout le monde. Et moi, je comprends très bien, effectivement, les protestations, ça a été notamment des protestations de la Fédération protestante de France. Oui, absolument. Et
contre une disposition de la loi de 2021 qui alourdit la charge administrative des associations en exigeant que le processus de légalisation de l'association soit renouvelé tous les 5 ans. Alors, bon, je pense que les procédures vont être sans doute faites de manière assez simple, assez rapide pour l'instant. Pour l'instant, je ne trouve pas dans l'application de la loi. Je suis assez attentive à ça. Je me demandais si ça allait vraiment créer des difficultés. Je n'en vois pas exprimé pour l'instant. Mais en tout cas, il est sûr qu'on comprend que des protestants, des catholiques ou des juifs, des orthodoxes, des bouddhistes, dont l'expression ne posait aucun problème, se voient vraiment, se regrettent énormément et soient même assez fâchés de voir que leur pratique administrative est alourdie. Mais ça, c'est aussi une chose qu'il faut dire aux musulmans. Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls visés. On n'a pas fait une législation qui cadre et qui impose ces charges aux seuls musulmans. La législation, elle est la même pour tous. Et avec effectivement un prix à payer. On va continuer sur la loi. On a un rapport sénatorial qui vient de sortir il y a 2-3 jours, là, ou 3-4 jours, qui propose d'interdire le jeûne au moins de 16 ans et le port du voile aux jeunes filles de moins de 16 ans. Ce qui, clairement, désigne les confessions musulmanes. Donc évidemment, la première question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut tenter d'avoir un rapport qui a pour but d'accoucher d'une loi en ciblant une religion particulière? Alors c'est exactement, justement, ce qu'on n'a toujours pas fait. Des mesures comme celle-ci seraient très difficiles à mettre en œuvre réellement. Concrètement, c'est impossible. Voilà, et la loi, il y a une chose qu'elle doit être, c'est applicable. Applicable. On va aller choper un gosse dans la cour de récréation et l'emmener à la cantine pour le gaver en lui disant « il faut que tu manges ». Je ne peux pas vous dire. Non, je crois que ce sont des projets qui ont, disons, c'est une façon de faire rentrer des questions dans le débat public. Bon, je ne pense pas qu'on puisse imaginer une loi qui vienne... mettre en œuvre ce projet-là. Ouais, c'est inapplicable. Et encore une fois, des projets de ce type ont été refusés, ont fini par être écartés à maintes reprises. Ouais. Revenons-en à la question centrale, c'est comment lutte-t-on contre le séparatisme sans faire payer l'ensemble du pluralisme religieux et associatif le prix de ses dérives? Bon, comme je vous le disais, moi je ne suis pas juriste et je ne suis pas politique, donc je ne prétends pas avoir les solutions. Mais bon, disons que ma pierre à l'édifice, elle est de l'ordre de la connaissance. Et vous voyez, par exemple, quand on parle de séparatisme, bon, qui est une dérive qui a été constatée, mais je remarque que dans la composition de la loi, le titre donné à la loi de loi contre le séparatisme, très tôt dans l'évolution du projet de loi, ce mot a été écarté. Et vous voyez, je regrette vraiment beaucoup que, encore une fois, le discours médiatique, politique, etc., continue à désigner cette loi comme loi contre le séparatisme, ce qui pourrait effectivement véhiculer une destination très spécifique de la loi. Et le fait de refuser de l'appeler comme ça, c'est un vrai choix politique auquel on devrait vraiment faire référence. Vous avez tout à fait raison. Après, pratiquement, on sait que c'est pour essayer d'éviter de faire entrer des millions en provenance de pays qataris, musulmans et compagnie, et que ça embête toutes les associations religieuses chrétiennes qui gagnent 3 francs 6 sous avec la quête. Donc, il y a quand même l'idée qu'on voit bien contre qui, et à raison, c'est orienté. Le truc, c'est que ce qui ne va pas du tout, c'est que l'entrisme séparatiste, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, il passe par de l'argent qui passe par les paradis fiscaux, et notamment la Hollande, et qui ensuite arrive par des moyens détournés, mais qui arrivent bien en France. Donc la question après, c'est aussi la question de l'efficacité de cette loi, eu égard aux entraves réelles et aux complications qu'elle fait pour les autres. Tout à fait. Alors bon, cette loi, elle est, bon, comme le sont souvent, me disent les juristes, les lois actuelles, je ne sais plus combien de pages fait le texte de la loi, mais bon, pour avoir pas mal travaillé dessus, je peux vous dire qu'elle est
vraiment, elle a un nombre de dispositions ahurissant, hein, et elle intervient dans des registres et des domaines très différents. Et effectivement, l'efficacité de sa mise en œuvre risque d'être inégale selon les C'est registres. ça. Alors maintenant, C'est sur ennuyeux. la question des financements, bon, ça limite quand même un certain nombre de choses, et puis ça donne la possibilité au pouvoir public d'intervenir à partir du moment où on a réussi à repérer des financements Ouais, bien problématiques. sûr. Ça donne quand même ces moyens-là. Et puis, il y a des tas de domaines dans lesquels je crois que la loi apporte effectivement des outils. Maintenant, ces questions de mouvement de fonds sont des questions qui ne se posent pas du tout seulement dans ce domaine-là. Bien Ce sûr. sont des questions énormes. Et peut-être que ce sont des lois qui n'appartiennent pas au domaine de la laïcité qui devraient permettre de régler ces questions-là. Excusez-moi, je reprends ce que vous dites, qui me semble très, très important. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question du financement qui vient de pays étrangers dont les idéologies politiques sont plus ou moins compatibles ou hostiles à la France, on peut l'avoir dans plein de choses. On peut l'avoir avec la Chine, avec la Russie, la Corée du Nord, etc., etc. Ne serait-il pas plus intelligent, même à un échelon européen, parce qu'on sait que tout le monde connaît les mêmes problèmes, d'avoir et de mettre en place d'ailleurs une des premières choses, qui est réellement une vraie législation qui interdit le passage des sociétés dans des paradis fiscaux. Non mais vous comprenez mon raisonnement? Oui, tout à fait. Je veux dire, ça Oui, mais serait plus justement, simple à la base. ça relève pas, cela ne relève pas précisément de la laïcité. Vous voyez, moi, Ben oui, il y c'est a une ça. chose qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'on a tendance à demander à la laïcité d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas les siens. Mais c'est exactement la question que je Oui, vous pose. Pourquoi fait-on cela? C'est-à-dire que ça serait, au lieu d'avoir, par exemple, cette loi dite séparatiste peut-être à mauvais escient, la question c'est pourquoi ne pas aller à l'origine du mal? Parce que l'origine du mal, bon, on connaît quand même une finance complètement délirante et qui n'est pas au service des communautés. Pourquoi on ne va pas directement là pour couper court aussi bien finalement à de l'entrisme salafiste que le Kremlin qui donne de l'argent à des influenceurs? Tout à fait, mais là, effectivement, c'est une loi qui ne viserait pas spécifiquement des activités religieuses, mais tout un ensemble de choses. Et vous avez parlé de l'Europe. La grande question à ce moment-là, c'est qu'il y ait une entente des différents Bah pays oui, c'est européens ça. là-dessus. Parce que, comme vous le disiez, il y a des choses qui peuvent rentrer sur le territoire européen par d'autres pays et passer en France C'est ensuite. ça, bien C'est ça, sûr. absolument. Rita Herman-Belot, si on se projette à 10 ans ou 20 ans en avant, à quoi ressemblerait-vous, selon vous, une laïcité française qui aurait réellement réussi son rendez-vous avec la pluralité? Alors bon, moi je suis historienne, hein, mon travail n'est pas de... Vous savez très bien qu'on regarde le passé Oh, pour mieux préparer l'avenir, hein. Oui, bien sûr, mais on prépare l'avenir en fonction d'un présent immédiat. Mais Assez effectivement, complexe. en regardant le passé, vous avez raison. Bon, moi, ce que je souhaiterais, c'est un apaisement des conflits. Ce que je souhaiterais, je peux vous dire ce que je souhaite. Oui. Et ce que je souhaiterais, c'est aussi que ces questions afférentes à l'expression religieuse et à la laïcité, on en fasse moins des emblèmes politiques et que là, c'est aussi aux Français hein, d'exprimer à l'occasion des élections, d'exprimer leur point de vue et de s'opposer à ça, notamment à l'usage que font de ça les extrêmes politiques. Ben oui. Absolument. Et puis aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais une connaissance plus précise et partagée de ces questions et notamment faire venir un certain nombre de choses à la connaissance de tous les citoyens, particulièrement des choses qui concernent l'islam et que on voit à quel point les tentatives de solutions qui ont été apportées aux problèmes posés par l'expression religieuse dans cette pluralité française inédite. Ce qui passe par la loi, c'est ce qui est du domaine de l'interdiction. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas des interdictions, qui sont au contraire des mesures positives, bon, notamment l'aide publique considérable qui a été apportée dans les dernières décennies à la construction d'édifices du culte pour les cultes musulmans. Oui, c'est-à-dire en 20 ans, on passe de 1300 à 2006, je crois. Exactement. Ouais. Et ça, c'est selon la déclaration qu'a faite devant le Sénat un responsable musulman. Mais encore une fois, ce qui me semblerait aussi nécessaire, c'est une prise de conscience de la pluralité. Vous voyez, je fais une différence entre le terme pluralité et celui de pluralisme. La pluralité, c'est un état de fait.
ça vous plaît ou pas, mais il y a une diversité religieuse. Le pluralisme, c'est un projet, c'est la volonté de donner à cette diversité religieuse les meilleures conditions d'expression. Et ça passe aussi par une véritable connaissance et j'aimerais une diminution de la focalisation sur certains groupes religieux et l'espèce d'indifférence totale à l'égard d'autres groupes religieux. Je parlais des bouddhistes notamment qui sont présents. On voit qu'une société diverse ne se gouverne ni par l'incantation, ni par la peur, mais par l'intelligence des faits et la patience du débat. La laïcité n'est pas un glaive, c'est un outil fragile, exigeant, qui n'existe que si nous le faisons tous ensemble vivre. Merci à Rita Hermand-Belot pour cette mise au point salutaire et merci à vous, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine pour un autre livre, une autre voix et comme avec Rita Hermand-Belot, un peu plus de lumière.